salut toi. Bah alors, t'es pas couché? Dis donc, t'as vu l'heure? Espèce de petit foufou, va. Allez, c'est pas bien grave. Installe-toi confortablement devant ta télé, je t'accompagne aux premières lueurs du jour. Eh oui, je t'accompagne. Et en lecture, je t'accompagne. Et oui, tu l'as compris, tu es devant Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, c'est la seule émission du PAF qui te fait la lecture et qui ne te laisse pas tout seul au milieu de la nuit noire quand tu as des insomnies. Elle est pas belle la vie? Eh bien sûr qu'elle est belle. Et on commence tout de suite ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit en vous donnant la parole, vous qui suivez cette émission. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission. Ça se passe avec la rubrique des questions-réponses. Vous m'écrivez. Alors évidemment, vous pouvez m'envoyer vos retours sur l'émission, vos suggestions de lecture, vos remarques, vos questions, mais aussi vos propres textes. Vous m'envoyez vos propres textes, soit avec des liens via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, soit par mail. Sur les différentes pages de réseaux sociaux que j'ai, vous avez toujours un onglet où il y a mon mail et sur mon site internet aussi, vous m'envoyez tout cela. Ou alors, éventuellement, vous pouvez m'écrire par courrier postal pour les plus puristes d'entre vous. Vous dégainez la plume. Vous pouvez même prendre un stylo bic qui a fêté ses... Quel âge? 50 ans, je crois. Gros anniversaire pour le stylo bic, le fameux stylo bic, il y a très peu de temps, là, à la rentrée scolaire. Ils viennent de fêter une grosse décennie. Je crois que c'était les 50 ans. Dites-nous d'ailleurs, hashtag VBN, quelle année c'était, parce que j'ai un petit doute. En tout cas, vous dégainez votre plus belle plume et vous m'écrivez à l'adresse suivante, chaîne des 8, émission Voyage au bout de la nuit, 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Je reçois ici tous vos textes et je les lis à l'antenne. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'un de nos téléspectateurs. Voilà, il m'a envoyé une petite enveloppe que j'ai entre les mains. J'ai l'impression de faire le Club Dorothée, vous vous rappelez, quand on écrivait Boulogne-Billancourt Sélex pour participer pour son anniversaire. Voilà, alors là, il n'y a pas de générique avec le nom de tous ceux qui ont la carte, donc ne vous cherchez pas à la fin de l'émission, vous ne vous trouverez pas. En tout cas, il y a la lecture de vos lettres ici en direct dans l'émission. Alors, je récupère la lettre de ce téléspectateur. Il s'appelle Michel Blaquière, qui nous écrit depuis Albi. Merci Michel de nous écrire. Et Michel nous a envoyé un texte que je suis en train de découvrir en même temps que vous. Ce texte, il tient tant de pages et je vais vous le lire tout de suite. On en parle juste après. Je vous souhaite une très belle écoute de ce texte de Michel d'Albi. Anaël, par Michel d'Albi pour Voyage au bout de la nuit. Anaël courait sans cesse dans la nuit. La dame sans gêne, près de Napoléon, s'enhardit. Anaël allait-elle comprendre hors de l'ennui? Dans sa course, elle est présente et aujourd'hui, elle s'enfuit par monts et par vaux. En avant toutes, larguer les gros mots. Dans la hâte d'un appel, l'être se fait prendre lui-même. Où se trouve le bon Dieu dans l'élément? Il épluche des oignons en ce moment. Il serait mieux de dire « je t'aime ». À la bataille de Waterloo, tel général dit « merde ». Il est de se débrouiller tant qu'on ne se perde. Ne vaudrait-il pas mieux céder entre humains? C'est dégoûtant, un bas de soie dans la main. Peut-être s'appelle-t-il tout simplement Cambronne. On l'aurait rencontré à la gare Saint-Lazare au train. Maintenant il dort d'un songe qu'on pardonne. Mortel dans le cruel assaut, se fit bout en train. Madame sans gêne se rua sur Napoléon. Le corps se défendit dans l'attaque. Anaël court en ce moment pour qu'elle le plaque. La clarinette se mit à jouer près de la lune en néon. La canonnade retentit avec le tambour. Anaël accélère, prise de panique. Les corps perdirent le physique du joueur de flûte compris sous l'abat-jour. Le déserteur se fit descendre par la lumière. Après l'enfer du combat, tout reposait en paix. Il est toujours un cœur qui par l'attitude se comptait. Par l'écrit, il tire la force première. Anaël s'arrêta, saisi par l'écriture. Sa course composait son allure. L'étrange, on le met dans un violon. Anaël, la femme libre, est là quand nous cavalons. Mercredi 24 juin 2015,
Michel Blanquière. Merci mille fois, Blaquière, pardon. Merci mille fois, Michel, pour ce courrier que vous nous avez adressé, pour ce texte que vous nous avez adressé en nous demandant de le lire dans l'émission avec ce petit mot qui l'accompagnait. Bravo pour l'émission, dans l'échange donné. Le poète donne suite à Anaël, être malmené. Merci mille fois à vous, cher poète d'Albi. Si vous aussi, chez vous, vous voulez participer à cette rubrique, nous envoyer vos textes, eh bien vous n'hésitez pas. Ça se fait, je vous le disais, via les réseaux sociaux ou par courrier postal. Et si vous nous écrivez via les réseaux sociaux, eh bien profitez-en tant que vous y êtes pour nous dire ce que vous avez pensé de ce texte de Michel Blaquière, #VBN. Et pendant que vous réagissez, eh bien moi je vous réembarque dans la lecture qui va nous accompagner, vous le savez, jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Cette lecture, c'est celle de novembre, signée Gustave Flaubert. Je vous souhaite une très très belle écoute. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Elle haletait, la bouche ouverte, et m'embrassait furieusement. Puis tout à coup, se reprenant et passant sa main sur ses bandeaux dérangés, elle ajouta « Écoute, comme notre vie serait belle si c'était ainsi, si nous allions demeurer dans un pays où le soleil fait pousser des fleurs jaunes et murer les oranges, sur un rivage comme il y en a, à ce qu'il paraît, où le sable est tout blanc, où les hommes portent des turbans, où les femmes ont des robes de gaze. Nous demeurerions couchés sous quelques grands arbres à larges feuilles, nous écouterions le bruit des golfes, nous marcherions ensemble au bord des flots pour ramasser des coquilles, je ferais des paniers avec des roseaux, tu irais les vendre, c'est moi qui t'habillerais, je friserais tes cheveux dans mes doigts, je me mettrais un collier autour du cou, oh, comme je t'aimerais, comme je t'aime, laisse-moi donc m'assouvir de toi, me collant à sa couche. D'un mouvement impétueux, elle s'abattit sur tout mon corps et s'y étendit avec une joie obscène, pâle, frissonnante, les dents serrées, me serrant sur elle avec une force enragée. Je me sentis entraîné comme dans un ouragan d'amour, des sanglots éclataient et puis des cris aigus, ma lèvre humide de sa salive piétinait et me démangeait. Nos muscles, tordus dans les mêmes nœuds, se serraient et entraient les uns dans les autres. La volupté se tournait en délire, la jouissance en supplice, ouvrant tout à coup des yeux ébahis et épouvantés, elle dit « Si j'allais avoir un enfant !» Et passant au contraire à une câlinerie suppliante. « Oui, oui, un enfant de toi. Tu me quittes ? Nous ne nous reverrons plus ? Jamais tu ne reviendras. Penseras-tu à moi quelquefois ? J'aurai toujours tes cheveux là. Adieu, attends, il fait à peine jour. » Pourquoi donc avais-je hâte de la fuir ? Est-ce que déjà je l'aimais ? Marie ne me parla plus. Quoique je restasse bien encore une demi-heure chez elle, elle songeait peut-être à l'amant absent. Il y a un instant dans le départ où, par anticipation de tristesse, la personne aimée n'est déjà plus avec vous. Nous ne nous fîmes pas d'adieu, je lui pris la main, elle y répondit, mais la force pour la serrer était restée dans son cœur. Je ne l'ai plus revue. J'ai pensé à elle depuis. Pas un jour ne s'est écoulé sans perdre à y rêver le plus d'heures possible. Quelquefois, je m'enferme exprès et seul. Je tâche de revivre dans ce souvenir. Souvent, je m'efforce à y penser avant de m'endormir pour la rêver de la nuit. Mais ce bonheur-là ne m'est pas arrivé. Je l'ai cherché partout, dans les promenades, au théâtre, au coin des rues, sans savoir pourquoi. J'ai cru qu'elle m'écrirait. Quand j'entendais une voiture s'arrêter à ma porte, je m'imaginais qu'elle allait en descendre. Avec quelle angoisse j'ai suivi certaines femmes. Avec quel battement de cœur je détournais la tête pour voir si c'était elle. La maison a été démolie. Personne n'a pu me dire ce qu'elle était devenue. Le désir d'une femme que l'on a obtenue est quelque chose d'atroce et de 1000 fois pire que l'autre. De terribles images vous poursuivent comme des remords. Je ne suis pas jaloux des hommes qui l'ont eue avant moi, mais je suis jaloux de ceux qui l'ont eue depuis. Une convention tacite faisait, il me semble, que nous devions nous être fidèles. J'ai été plus d'1 an à lui garder cette parole, et puis le hasard, l'ennui, la lassitude, du même sentiment peut-être, ont fait que j'y ai manqué. Mais c'était elle que je poursuivais partout. Dans le lit des autres, je rêvais à ses caresses. On a beau, par-dessus les passions anciennes, vouloir en semer de nouvelles,
elles reparaissent toujours. Il n'y a pas de force au monde pour en arracher les racines. Les voies romaines, où roulaient les chars consulaires, ne servent plus depuis longtemps. 1000 morceaux sentiers les traversent. Les champs se sont élevés dessus, le blé y pousse, mais on en aperçoit encore la trace. Et leurs grosses pierres ébrèchent les charrues quand on laboure. Le type dont presque tous les hommes sont en quête n'est peut-être que le souvenir d'un amour conçu dans le ciel ou dès les premiers jours de la vie. Nous sommes en quête de tout ce qui s'y rapporte. La seconde femme qui vous plaît ressemble presque toujours à la première. Il faut un grand degré de corruption ou un cœur bien vaste pour tout aimer. Voyez aussi comme ce sont éternellement les mêmes dont vous parlent les gens qui écrivent, et qu'ils écrivent 100 fois sans jamais s'enlacer. J'ai connu un ami qui avait adoré à 15 ans une jeune mère qu'il avait vue nourrissant son enfant. De longtemps, il n'estima que les tailles de poissardes. La beauté des femmes sveltes lui était odieuse. À mesure que le temps s'éloignait, je l'en aimais de plus en plus. Avec la rage que l'on a pour les choses impossibles, j'inventais des aventures pour la retrouver. J'imaginais notre rencontre. J'ai revu ses yeux dans les globules bleus des fleuves et la couleur de sa figure dans les feuilles du tremble, quand l'automne les colore. Une fois, je marchais vite dans un pré. Les herbes sifflaient autour de mes pieds, en avançant. Elle était derrière moi. Je me suis retourné, il n'y avait personne. Un autre jour, une voiture a passé devant mes yeux. J'ai levé la tête. Un grand voile blanc sortait de la portière et s'agitait au vent. Les roues tournaient, il se tordait, il m'appelait, il a disparu et je suis retombé seul, abîmé, plus abandonné qu'au fond d'un précipice. Ah, si l'on pouvait extraire de soi tout ce qui y est et faire un être avec la pensée seule, si l'on pouvait tenir son fantôme dans les mains et le toucher au front, au lieu de perdre dans l'air tant de caresses et tant de soupirs. Loin de là, la mémoire oublie et l'image s'efface, tandis que l'acharnement de la douleur reste en vous. C'est pour me la rappeler que j'ai écrit ce qui précède, espérant que les mots me la feraient revivre. J'y ai échoué. J'en sais bien plus que je n'en ai dit. C'est d'ailleurs une confidence que je n'ai faite à personne. On se serait moqué de moi. Ne se raille-t-on pas de ceux qui aiment, car c'est une honte parmi les hommes. Chacun, par pudeur ou par égoïsme, cache ce qu'il possède dans l'âme de meilleur et de plus délicat. Pour se faire estimer, il ne faut montrer que les coups. Il ne faut montrer que les douleurs. Il ne faut montrer que les côtés les plus faibles, les plus laids. C'est le moyen d'être au niveau commun. Aimer une telle femme, m'aurait-on dit. Et d'abord, personne ne l'eût compris. À quoi bon, dès lors, en ouvrir la bouche? Ils auraient eu raison. Elle n'était peut-être ni plus belle, ni plus ardente qu'une autre. J'ai peur de n'aimer qu'une conception de mon esprit et de ne chérir en elle que l'amour qu'elle m'avait fait rêver. Longtemps, je me suis débattu sous cette pensée. J'avais placé l'amour trop haut pour espérer qu'il descendrait jusqu'à moi, mais à la persistance de cette idée, il a bien fallu reconnaître que c'était quelque chose d'analogue. Ce n'est que plusieurs mois après l'avoir quitté que je l'ai ressenti. Dans les premiers temps, au contraire, j'ai vécu dans un grand calme. Comme le monde est vide à celui qui y marche seul, qu'allais-je faire? Comment passer le temps? À quoi employer mon cerveau? Comme les journées sont longues. Où est donc l'homme qui se plaint de la brièveté des jours de la vie? Qu'on me le montre, ce doit être un mortel heureux. Distrayez-vous, disent-ils. Mais à quoi? C'est me dire, tâchez d'être heureux, mais comment? Et à quoi bon tant de mouvements? Tout est bien dans la nature, les arbres poussent, les fleuves coulent, les oiseaux chantent, les étoiles brillent, mais l'homme tourmenté remue, s'agite, abat les forêts, bouleverse la terre, s'élance sur la mer, voyage, court, tue les animaux, se tue lui-même, et pleure, et rugit, et pense à l'enfer, comme si Dieu lui avait donné un esprit pour concevoir encore plus de maux qu'il n'en endure. Autrefois, avant Marie, mon ennui avait quelque chose de beau, de grand, mais maintenant, il est stupide. C'est l'ennui d'un homme plein de mauvaise eau de vie, sommeil d'ivre-mort. Ceux qui ont beaucoup vécu ne sont pas de même à 50 ans. Ils sont plus frais que moi à 20. Tout leur est encore neuf et attrayant. Serais-je comme ces mauvais chevaux?
qui sont fatigués à peine sortis de l'écurie et qui ne trottent à l'aise qu'après un long bout de route, fait en boitant et en souffrant. Trop de spectacles me font mal, trop aussi me font pitié. Ou plutôt, tout cela se confond dans le même dégoût. Celui qui est assez bien né pour ne pas vouloir de maîtresse parce qu'il ne pourrait la couvrir de diamants ni la loger dans un palais et qui assiste à des amours vulgaires, qui contemple d'un œil calme la laideur bête de ces deux animaux en rut, que l'on appelle un amant et une maîtresse, n'est pas tenté de se ravaler si bas. Il se défend d'aimer comme d'une faiblesse, et il terrasse sous ses genoux tous les désirs qui viennent. Cette lutte l'épuise. L'égoïsme cynique des hommes m'écarte d'eux, de même que l'esprit borné des femmes me dégoûte de leur commerce. J'ai tort après tout, car deux belles lèvres valent mieux que toute l'éloquence du monde. La feuille, tombée, s'agite et vole au vent. De même, moi, je voudrais voler, m'en aller, partir pour ne plus revenir, n'importe où, mais quitter mon pays. Ma maison me pèse sur mes épaules. Je suis tant de fois entré et sorti par la même porte. J'ai tant de fois levé les yeux à la même place, au plafond de ma chambre, qu'il en devrait être usé. Se sentir plié sur le dos des chameaux. Devant soi, un ciel tout rouge, un sable tout brun, l'horizon flamboyant qui s'allonge, les terrains qui ondulent, l'aigle qui pointe sur votre tête, dans un coin, une troupe de cigognes aux pattes roses, qui passent et s'en vont vers les citernes. Le vaisseau mobile du désert vous berce. Le soleil vous fait fermer les yeux, vous baigne dans ses rayons. On n'entend que le bruit étouffé des pas des montures. Le conducteur vient de finir sa chanson. On va. On va. Le soir, on plante les pieux. On dresse la tente. On fait boire les dromadaires. On se couche sur une peau de lion. On fume. On allume des feux pour éloigner les chacals que l'on entend glapir au fond du désert. Des étoiles inconnues et 4 fois grandes comme les nôtres palpitent aux cieux. Le matin, on remplit les outres à l'oasis. On repart, on est seul. Le vent siffle. Le sable s'élève en tourbillon. Et puis, dans quelques plaines où l'on galope tout le jour, des palmiers s'élèvent entre les colonnes et agitent doucement leurs ombrages. À côté de l'ombre immobile des temples détruits, des chèvres grimpent sur les frontispices renversés et mordent les plantes qui ont poussé dans les ciselures du marbre. Elles fuient en bondissant quand vous approchez. Au-delà, après avoir traversé des forêts où les arbres sont liés ensemble par des lianes gigantesques et des fleuves dont on aperçoit l'autre rive que très loin du bord, c'est le Soudan, le pays des nègres, le pays de l'or. Mais plus loin, allons toujours. Je veux voir le Malabar furieux de ces danses où l'on se tue. Les vins donnent la mort comme les poisons sont doux comme les vins. La mer, une mer bleue remplie de corail et de perles, retentit de bruit des orgies sacrées qui se font dans les antres des montagnes. Il n'y a plus de vagues, l'atmosphère est vermeille, le ciel sans nuages se mire dans le tiède océan, les câbles fument quand on les retire de l'eau. Les requins suivent le navire et mangent les morts. Oh, l'Inde, l'Inde, l'Inde surtout. Des montagnes blanches remplies de pagodes et d'idoles, au milieu des bois remplis de tigres et d'éléphants, des hommes jaunes avec des vêtements blancs, des femmes couleur d'étain avec des anneaux aux pieds et aux mains, des robes de gaz qui les enveloppent comme une vapeur, des yeux dont on ne voit que les paupières noircies avec du henné. Elles chantent ensemble, une hymne à laquelle Dieu. Elles dansent. Danse, danse, Bayadère, fille du Gange, tournoie bien tes pieds dans ma tête comme une couleuvre. Elle se replie, dénoue ses bras, sa tête remue, ses hanches se balancent, ses narines s'enflent, ses cheveux se dénouent, l'encens qui fume autour l'idole, stupide et dorée, qui a 4 têtes à 20 bras. Dans un canot de bois de cèdre, un canot allongé, dont les avirons minces ont l'air de plumes,
sous une voile faite de bambous tressés, au bruit des tam-tams et des tambourins, j'irai dans le pays jaune que l'on appelle la Chine. Les pieds des femmes se prennent dans la main. Leur tête est petite, leurs sourcils minces, relevés au coin. Elles vivent dans des tonnelles de roseaux verts et mangent des fruits à la peau de velours, dans de la porcelaine peinte. Moustache aiguë, tombant sur la poitrine, tête rase, avec une houppe qui lui descend jusque sur le dos. Le mandarin, un éventail rond dans les doigts, se promène dans la galerie où les trépieds brûlent et marche lentement sur les nattes de riz. Une petite pipe est passée dans son bonnet pointu et des écritures noires sont empreintes sur ses vêtements de soie rouge. Ah, que les boîtes à thé m'ont fait faire de voyages. Emportez-moi, emportez-moi, tempête du nouveau monde, qui déracinait les chaînes séculaires et tourmentait les lacs où les serpents se jouent dans les flots. Que les torrents de Norvège me couvrent de leur mousse, que la neige de Sibérie qui tombe tassée efface mon chemin. Oh, voyager, voyager, ne jamais s'arrêter, dans cette vaste valse immense, tout voir apparaître et passer jusqu'à ce que la peau vous crève et que le sang en jaillisse. Que les vallées succèdent aux montagnes, les champs aux villes, les plaines aux mers, descendons et montons les côtes. Que les aiguilles des cathédrales disparaissent, après les mâts des vaisseaux pressés dans les ports. Écoutons les cascades tomber sur les rochers, le vent dans les forêts, les glaciers se fondre au soleil. Que je vois des cavaliers arabes courir, des femmes portées en palanquin, et puis des coupoles s'arrondir, des pyramides s'élever dans les cieux, des souterrains étouffés, où les momies dorment, des défilés étroits où le brigand arme son fusil, des joncs où se cache le serpent à sonnette, des zèbres bariolés courant dans les grandes herbes, des kangourous dressés sur leurs pattes de derrière, des singes se balançant au bout des branches des cocotiers, des tigres bondissant sur leur proie, des gazelles leur échappant. Allons, allons, passons les océans larges, où les baleines et les cachalots se font la guerre. Voici venir comme un grand oiseau de mer qui bat des deux ailes sur la surface des flots, la pirogue des sauvages. Des chevelures sanglantes pendent à la proue. Ils se sont peints les côtes en rouge, les lèvres fendues, le visage barbouillé, des anneaux dans le nez. Ils chantent en hurlant le chant de la mort. Leur grand arc est tendu, leurs flèches à la pointe verte sont empoisonnées et font mourir dans les tourments leurs femmes nues. Seins et mains tatoués, élèvent de grands bûchers pour les victimes de leurs époux, qui leur ont promis de la chair de blanc, si moelleuse sous la dent. Où irai-je ? La terre est grande, j'épuiserai tous les chemins, je viderai tous les horizons. Puissais-je périr en doublant le cap, mourir du choléra à Calcutta, ou de la peste à Constantinople. Si j'étais seulement muletier en Andalousie et trotter tout le jour dans les gorges des Sierras, voir couler le Guadalquivir sur lequel il y a des îles de lauriers roses, entendre le soir les guitares et les voix chanter sous les balcons, regarder la lune se mirer dans le bassin du marbre de l'Alhambra, où autrefois se baignaient les sultanes. Que ne suis-je gondolier à Venise, ou conducteur d'une de ces carrioles qui, dans la belle saison, vous mènent de Nice à Rome. Il y a pourtant des gens qui vivent à Rome, des gens qui y demeurent toujours. Heureux le mendiant de Naples, qui dort au grand soleil, couché sur le rivage et qui, en fumant son cigare, voit aussi la fumée du Vésuve monter dans le ciel. Je lui envie son lit de galets et les songes qu'il y peut faire. La mer, toujours belle, lui apporte le parfum de ses flots et le murmure lointain qui vient de Caprée. Quelquefois, je me figure arriver en Sicile, dans un petit village de pêcheurs où toutes les barques ont des voiles latines. C'est le matin, là, entre des corbeilles et des filets étendus, une fille du peuple est assise. Elle a ses pieds nus. À son corset est un cordon d'or.
comme les femmes des colonies grecques, ses cheveux noirs séparés en 2 tresses qui tombent jusqu'au talon. Elle se lève, secoue son tablier, elle marche, et sa taille est robuste et souple à la fois, comme celle de la nymphe antique. Si j'étais aimé d'une telle femme, une pauvre enfant ignorante qui ne saurait seulement pas lire, mais dont la voix serait si douce qu'elle me dirait avec son accent sicilien « Je t'aime, reste ici ». Le manuscrit s'arrête ici, mais j'en ai connu l'auteur. Et si quelqu'un, ayant passé pour arriver jusqu'à cette page à travers toutes les métaphores, hyperboles et autres figures qui remplissent les précédentes, désire y trouver une fin, qu'il continue. Nous allons la lui donner. Il faut que les sentiments aient peu de mots à leur service. Sans cela, le livre se fût achevé à la première personne. Sans doute que notre homme n'aura plus rien trouvé à dire. Il se trouve un point où l'on n'écrit plus et où l'on pense davantage. C'est à ce point qu'il s'arrêta. Tant pis pour le lecteur. J'admire le hasard qui a voulu que le livre en demeurât là, au moment où il serait devenu meilleur. L'auteur allait entrer dans le monde. Il aurait eu 1000 choses à nous apprendre, mais il s'est, au contraire, livré de plus en plus à une solitude austère d'où rien ne sortait. Or, il jugea convenable de ne plus se plaindre, preuve peut-être qu'il commença réellement à souffrir. Ni dans sa conversation, ni dans ses lettres, ni dans les papiers que j'ai fouillés après sa mort, et où ceux-ci se trouvaient, je n'ai saisi rien qui dévoila l'état de son âme à partir de l'époque où il cessa d'écrire ses confessions. Son grand regret était de ne pas être peintre. Il disait avoir de très beaux tableaux dans l'imagination. Il se désolait également de n'être pas musicien par les matinées de printemps quand il se promenait le long des avenues de peupliers. Des symphonies sans fin lui résonnaient dans la tête. Du reste, il n'entendait rien à la peinture ni à la musique. Je l'ai vu admirer des galettes authentiques et avoir la migraine en sortant de l'opéra. Avec un peu plus de temps, de patience, de travail et surtout avec un goût plus délicat de la plastique des arts, il fut arrivé à faire des vers médiocres. Bon à mettre dans l'album d'une dame, ce qui est toujours galant, quoi qu'on en dise. Dans sa première jeunesse, il s'était nourri de très mauvais auteurs, comme on l'a pu voir à son style. En vieillissant, il s'en dégoûta, mais les excellents ne lui donnèrent plus le même enthousiasme. Passionné pour ce qui est beau, la laideur lui répugnait comme le crime. C'est en effet quelque chose d'atroce que d'être laid. De loin, il épouvante, de près, il dégoûte. Quand il parle, on souffre. S'il pleure, ses larmes vous agacent. On voudrait le battre quand il rit. Et dans le silence, sa figure immobile vous semble le siège de tous les vices et de tous les bas instincts. Aussi, il ne pardonna jamais à un homme qui lui avait déplu dès le premier abord. En revanche, il était très dévoué à des gens qui ne lui avaient jamais adressé quelques mots, mais dont il aimait la démarche ou la coupe du crâne. Il fuyait les assemblées, les spectacles, les bals, les concerts, car à peine y était-il entré qu'il se sentait glacé de tristesse et qu'il avait froid dans les cheveux. Quand la foule le coudoyait, une haine toute jeune lui montait au cœur. Il lui portait à cette foule un cœur de loup, un cœur de bête fauve traqué dans son terrier. Il avait la vanité de croire que les hommes ne l'aimaient pas. Les hommes ne le connaissaient pas. Et c'est sur cette dernière phrase que malheureusement nous allons devoir nous quitter, car dans quelques secondes à peine cette émission va toucher à sa fin. Mais j'aime l'idée qu'on s'arrête là, car c'est une très très belle phrase qui peut-être vous fera réagir chez vous. J'aime beaucoup cette idée parce que très souvent on trouve chez Flaubert, et là en l'occurrence dans Novembre c'est beaucoup le cas, cette notion d'autocomplainte et cette notion de vanité, mais aussi et beaucoup cette notion de misanthropie. Et ici, il y a quelque chose de très fort chez Flaubert, c'est qu'il nous dit « il avait la vanité » de croire que les hommes ne l'aimaient pas, les hommes ne le connaissaient pas. Et c'est vrai que quand on est misanthrope et qu'on se défend de sa misanthropie en disant « oui, mais moi je suis misanthrope parce que je vois bien qu'on m'aime pas quand je rentre dans une pièce, machin, etc. » Il y a de la vanité dans tout ça, parce que ça sous-entendrait que ces hommes, dont on parle comme une généralité absolue, vous connaissent et aient un avis sur vous.
Alors je vous laisse réagir là-dessus, moi ça m'évoque plein de choses, ça me fait beaucoup réfléchir. Si vous aussi ça vous fait réfléchir, si ça vous fait réagir et que vous avez envie de réagir à cette émission, vous n'hésitez pas, notamment avec les réseaux sociaux et le hashtag officiel de ce programme qui est le hashtag VBN. Voilà, pour réentendre ou revoir cette lecture ou pour la partager sur les réseaux sociaux, sachez qu'elle est disponible en replay sur le site internet de notre chaîne www.d8.tv. Quant à nous, il est temps maintenant de nous quitter, on se retrouve très vite sur D8 pour la suite de la lecture de novembre de Gustave Flaubert. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de nuit. Prenez soin de vous, lisez et partagez. À très vite.